Review. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette troisième session Twitch qui va parler de la Z500, la sécurité dans Azure. Aujourd'hui, on va voir différents sujets comme Privileged Identity Management, Azure Policy ou les protections DDoS. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, j'y répondrai au fur et à mesure. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. C'est parti. Donc l'agenda de cette session d'aujourd'hui, on va terminer le sujet de la gouvernance, donc le premier module où je vais aborder avec vous les Azure Policy et Privileged Identity Management. Vous allez voir que PIM concourt à sécuriser vos identités puisque vous allez pouvoir fournir des accès administrateurs temporairement à des personnes de votre entreprise quand elles ont besoin de faire des actions en tant qu'administrateur. Donc le principe de PIM, je compare souvent ça au monde Linux, où vous savez, sous Linux, on fait un sudo su- et on passe de simple utilisateur à root. Et bien avec PIM, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je suis un utilisateur standard avec des droits limités sur mes abonnements Azure. J'ai besoin de faire une action avec des privilèges élevés et je vais faire une demande que je vais devoir justifier. Dans la deuxième partie de cet agenda, on va parler de la protection réseau, donc de l'approche Zero Trust proposée par Microsoft, de la sécurisation des réseaux virtuels, et puis bien entendu des attaques DDoS et du tunneling forcé. Et puis comme d'habitude, je répondrai à vos questions. Alors, les policies dans Azure, ça correspond à quoi? Ça sert à quoi? Le principe des policies, c'est d'appliquer des paramètres à des ressources Azure. Ces paramètres, ces checks, sont définis dans des fichiers JSON. C'est-à-dire que les policies fonctionnent sur le modèle de fichier JSON. Et donc, quand vous allez déployer une policy sur des ressources, vous allez pouvoir vérifier le degré de compliance de ces ressources en fonction des paramètres que vous avez définis à checker dans la policy. Donc une policy, au final, c'est un ensemble de checks que vous allez faire. Et ces checks, orientés sécurité, orientés configuration, vont vous permettre d'assurer une compliance de votre société par rapport à des standards. Alors ces standards, ça peut être par exemple de l'ISO 27001, ça peut être du PCI DSS, ça peut être du SOC 1, SOC 2, etc. Mais le principe, c'est que par rapport à tous ces standards, on va pouvoir vérifier que notre infra déployée dans Azure respecte ces standards. Et je dis bien vérifier parce qu'une policy, au final, elle fonctionne suivant 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau audit. Où là, en fait, vous allez dire, je veux vérifier que toutes mes machines virtuelles dans Azure sont sauvegardées. Vous allez définir une policy au fichier en format JSON qui va vérifier tous les paramètres des machines virtuelles. Et sur ces paramètres-là, il va vérifier que chaque machine virtuelle est bien backupée. Le truc, c'est que en mode audit, si la VM n'est pas backupée, n'est pas sauvegardée, alors vous allez juste avoir un score qui va être bas, puisque votre degré de compliance par rapport à cette policy va être faible si vous avez surtout beaucoup de VM qui ne sont pas sauvegardées. Donc l'audit ne fait rien à part vérifier des configurations sur vos ressources Azure. Ensuite, vous avez une policy qui peut être appliquée en deny. Donc le deny, le principe c'est quoi? C'est que au moment de créer une ressource, vous allez pouvoir dire si cette ressource elle n'est pas compliance dès sa création, tu ne peux pas la créer. Et là où ça devient intéressant, c'est que les policies sont plus puissantes que les droits des utilisateurs sur les abonnements. C'est-à-dire qu'une policy, elle s'applique à des ressources, alors que les droits airbag s'appliquent à des utilisateurs ou des groupes ou même des identités managées, donc des comptes de service. Donc une policy, quand elle s'applique à des ressources et qu'elle va attribuer, par exemple, à un groupe de ressources le fait que toutes les ressources dans ce groupe de ressources, lors de la création, devront être en France-Centre et pas dans une autre région, et si l'utilisateur, quand bien même il est owner du groupe de ressources, veut créer des ressources
en dehors de France Centre dans ce fameux groupe de ressources, il ne pourra pas. Donc les policies sont d'une certaine façon plus puissantes que les droits des utilisateurs in fine. Et puis, une policy, elle peut aussi s'appliquer, pour info, toutes les 20 minutes. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes, on va checker que vos ressources sont compliance. Donc il y a une sorte de timer sur vos abonnements qui va checker que toutes les ressources sont compliance toutes les 20 minutes. Alors déjà, ça sert à quoi? Ça sert que si je mets en place une policy en deny pour la création de ressources, mais que pendant que je l'ai créé cette policy en deny, il y a déjà des ressources qui n'étaient pas compliant, et ben au bout de 20 minutes au final, ou 17 minutes, ça dépend, puisque c'est, encore une fois, c'est un timer qui agit toutes les 20 minutes. Donc admettons 17 minutes après la création de la policy, et ben on va checker, on va voir qu'il y a des ressources qui sont non compliant, et on va soit les rendre compliant, soit, encore une fois, les auditer et baisser le score général de niveau de compliance. Et ça m'amène à la troisième possibilité qui vous est offerte. Donc, première possibilité, l'audit. Deuxième possibilité, le deny. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le deploy if not exist. Et alors là, c'est plutôt intéressant parce que le deploy if not exist, lui, fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire que s'il détecte une ressource qui est non compliant, eh ben, il va la rendre compliant. Donc dans mon exemple de j'ai une VM qui est non compliant, le backup n'est pas activé, plutôt que d'empêcher la création de la VM, je vais auditer le fait qu'elle est non compliant. Elle va pouvoir être créée, sauf qu'après, j'ai une policy qui va tourner au bout des 20 minutes qui va faire un backup automatisé de la VM pour la rendre compliant. Donc là, dans le tableau que je vous ai affiché à l'écran, vous avez d'autres exemples de policy qu'on appelle au final des policy definition. Donc une policy definition, c'est quelque part, moi j'utilise le mot-clé policy, mais vous pourriez me dire policy definition. Une policy definition, c'est quelque part un fichier JSON avec des paramètres que vous allez appliquer sur des ressources Azure que vous allez vérifier. Et donc, on vous dit, par exemple, comme policy definition dans le tableau, le fait de permettre l'utilisation, la création de ressources spécifiques. Par exemple, dans un abonnement, on va pouvoir créer que des VM, mais pas des bases de données SQL. Un autre exemple de policy, j'autorise la création de VM, mais que d'une certaine taille. Par exemple, des tailles B, comme Burst, qui sont peu chères dans Azure. Je permets ou pas à une ressource d'être créée dans telle ou telle région. Et puis, je demande à ce que des tags, des balises soient appliquées sur mes ressources pour savoir qui les utilise et surtout pour pouvoir les refacturer, par exemple, à un client ou à de l'interne. Et là, vous voyez, mon dernier exemple, c'est l'exemple que je viens de vous donner. On devrait activer le backup sur une machine virtuelle. Et ben donc, on va utiliser la policy Azure Backup should be enabled. Alors, il faut savoir que les policies, elles peuvent être soit built-in, soit vous pouvez créer votre propre policy qu'on appelle du custom. Et dans ces cas-là, vous allez soit partir de zéro, soit partir d'un GitHub avec des exemples de policy, et vous allez configurer ces policies, encore une fois, dans une logique de je crée mes propres policies. Donc on a vu les trois différentes applications d'une policy, audit, deny, deploy, if not exist. On a vu qu'une policy pouvait être built-in ou custom. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus en détail. Donc là, hop, sur le portail Azure, on va s'amuser à aller dans Policy. Et là, vous voyez que mon degré de compliance, il n'est pas super bon, hein. C'est-à-dire que sur 31 ressources checkées, j'en ai 10 qui ne sont pas compliant, ce qui correspond à peu près à 32%. Alors la compliance, elle peut avoir un attrait à la sécurité, mais elle peut avoir attrait avec aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la sécurité, mais plutôt des paramètres de configuration de vos ressources. Donc la policy, elle s'applique à des ressources, je sais que je l'ai déjà dit, elle ne s'applique pas à des êtres humains ou à des groupes d'utilisateurs. Une policy s'applique au niveau des abonnements, au niveau des management groups, au niveau des groupes de ressources, mais on ne peut pas attribuer une ressource à un utilisateur de l'abonnement. C'est complètement indépendant. C'est pour ça qu'il faut mixer pour de la gouvernance le modèle Airback de la sécurité que vous apportent les policies.
Donc ici, on voit que j'ai plusieurs policies qui sont appliquées. Si je fais un View All, on voit toutes mes policies, ici. Une fois qu'on a fait ça, je vais aller dans Policy Definition, donc dans Definition à gauche. Et là, je vais avoir Azure qui va m'afficher toutes les policies qui sont soit custom, donc vous voyez, ça c'est des policies custom. Comment je le sais? C'est tout typiquement dans cette colonne-là. Soit qu'on appelle build-in, il suffit de cliquer sur Type, la colonne Type, et là j'ai les policies qui sont embarquées par Azure. Et ces policies-là, je peux en prendre une que je peux rechercher directement, voilà, sous forme de mots-clés. Donc je prends une policy que j'appelle backup, je cherche le mot-clé backup, et on retrouve la fameuse policy de tout à l'heure. Les backups devraient être activés sur les VM Azure. Et là, je clique dessus, et là, il me montre le fichier JSON qui contient ce que je vais checker dans Azure. Vous voyez, c'est tout ça. Et à partir de là, je peux assigner cette policy à des ressources, donc à des abonnements, à des groupes de ressources ou même à des management groups. Et vous voyez que les effets pour cette policy, un des effets dont je ne vous ai pas parlé mais qui est important, c'est le audit if not exist. C'est-à-dire que si ça n'existe pas, si le paramètre n'est pas défini, on l'audite pour avoir une alerte d'une certaine façon sur un degré de non-compliance. Vous pouvez créer vos propres policies en cliquant sur Policy Definition. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que là où vous allez stocker la policy, ça va avoir un impact sur quoi vous pouvez l'appliquer. Je m'explique. Si je la stocke au niveau du tenant root group, alors je vais pouvoir l'appliquer sur mes 3 abonnements qui sont liés à mon tenant en termes de management group. Si je la stocke au niveau de IT LOTR, je vais pouvoir l'appliquer dans le seul abonnement qui est dans le management group IT LOTR. Donc méfiez-vous quand vous créez une policy, sa portée aura un impact sur là où vous la stockez. Donc admettons que moi je veux la stocker au plus haut niveau, ce qui n'est pas forcément recommandé, mais encore une fois c'est pour l'exemple. Je vais la nommer Backup VM Mandatory. Ensuite, vous voyez que là il me donne un exemple de policy sur les régions qui seraient autorisées à recevoir des ressources en création. Moi, ce n'est pas du tout la policy que je veux voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un import sample policy definition from GitHub. Et là, dans GitHub, je retrouve mes built-in policy, mes policy definition. Et moi, je vous ai dit que c'était du backup de machine virtuelle. Et je vais aller dans la partie backup. Et là, je vais rechercher. Et regardez ici, cette policy, elle m'intéresse au plus haut point, celle qui est tout en bas. Deploy if not exist. Donc là, en cliquant dessus, je vais pouvoir importer, si je le veux, en copiant-collant le code directement dans ma policy definition et après l'utiliser pour checker que mes VM sont bien backupées. Et si elles ne sont pas backupées, vous l'avez vu, c'est un deploy if not exist. Ça veut dire que s'il n'y a pas de backup, je vais forcer le backup de mes policies. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, dans la terminologie, il faut savoir que les policies vont de pair avec ce qu'on appelle les initiatives. Une policy, c'est un fichier JSON. C'est un paramètre que vous allez vérifier. Une initiative, c'est un ensemble de policies. Donc c'est en fait un groupe de policies que vous allez mettre dans un conteneur. Et ce conteneur, vous allez l'appliquer à vos ressources. Alors ça sert à quoi les initiatives? Si sur la gauche, je clique sur Definition Type et que je sélectionne les initiatives, ça va apparaître, vous allez le voir. Voilà, je vais classer par initiative. Donc regardez, voilà, elles apparaissent. On retrouve des initiatives qui sont communs au monde de la sécurité. Par exemple, le NIST, le CIS, le SOC 2, le PCI. Et on devrait retrouver de l'ISO 20. Voilà, l'ISO 27001. Donc l'intérêt, c'est que si je clique sur l'initiative, je vais avoir ici 460 policies qui sont contenues dans cette initiative, qui sont ici, qui vont checker au final 460 requirements qui sont dans l'ISO 27001. Et une fois que vous les aurez appliquées, ces policies au travers de l'initiative ISO 27001, ça vous permettra de générer par exemple un fichier PDF qui va contenir toutes les déviations que vous pourrez remettre aux auditeurs qui viennent vérifier votre certif ISO 27001.
Et là, on rentre dans un autre produit Azure qui s'appelle Defender for Cloud, qu'on verra un peu plus tard. Donc, point très important au niveau des policies, on les regroupe dans une initiative, et cette initiative, on peut l'appliquer à un abonnement Azure. Ou alors, vous faites policy par policy. Ça peut être intéressant si vous avez besoin, en one shot, de checker un paramètre et que vous ne voulez pas passer l'intégralité des policies qui sont dans une initiative. Bien entendu, vous pouvez créer vos propres initiatives. Et dans vos propres initiatives, vous allez pouvoir rajouter soit des policy definition custom, soit des policy definition built-in. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les initiatives et les policies et leur intérêt. Donc une fois qu'on a tout ça en tête, on peut se dire que dans Azure, au final, pour sécuriser l'accès aux ressources, on va utiliser le modèle Airback qu'on a déjà vu ensemble dans une précédente session, mais on va mixer ça aux Azure Policy qui vont permettre au final d'avoir une logique de je veux créer une compliance sur mes ressources Azure, quel que soit le niveau d'accès de mes utilisateurs, pour éviter le shadow IT, pour éviter que des données soient créées dans une région qui soit soumise à des lois auxquelles on ne souhaite pas adhérer en tant que client de Microsoft, etc., etc., etc. Maintenant qu'on sait ça, on va aborder un autre sujet ensemble, qui est l'approche Zero Trust. Alors l'approche Zero Trust, elle est un peu différente, parce que la Zero Trust veut dire zéro confiance d'une certaine façon. Donc le principe, c'est qu'on va partir du principe, encore une fois, excusez-moi, on va vérifier explicitement l'autorisation et l'accorder en fonction de tous les endpoints disponibles. Endpoints disponibles qui font partie de l'identité de l'utilisateur, l'emplacement, l'intégrité de l'appareil de l'utilisateur, le service associé, la charge de travail, la classification des données, les anomalies. En fait, dans une approche Zero Trust, on part du principe qu'on a confiance en rien et que quand un utilisateur veut se connecter, on va, pour valider sa connexion, non plus valider que le login et password de celui-ci, ce qui est déjà bien, mais pas suffisant. On va plutôt essayer de valider de quelle région il se connecte à l'applicatif, quel est l'état de santé de son périphérique, et puis en fonction de ce qu'on a pu détecter, on va lui dire, ok, on t'autorise l'accès, parce que tu es dans une région validée, mais ton périphérique n'est pas super sécurisé, donc on va te demander, pour vraiment y avoir accès, d'utiliser le MFA. Non seulement le couple login-password, mais aussi une authentification forte, à base de ce que je possède, mon smartphone, ou ce que je suis, mes empreintes digitales, par exemple, messieurs. Donc ça, c'est une partie de l'approche Zero Trust. Une autre partie de l'approche Zero Trust, c'est d'accéder aux ressources avec le minimum de privilèges. Donc là encore, c'est mon exemple de début de session. J'aime bien quand on se connecte en petit, en SSH sur une machine Linux, on se connecte régulièrement et normalement, si on veut faire de la sécurité, avec un compte qui n'a pas des privilèges élevés, donc pas un compte root. Et si on a besoin temporairement de faire des actions qui nécessitent des privilèges élevés, on va faire un sudo su-. Et dans la confiance Zero Trust, on a un peu cette même logique qui est de dire qu'on va permettre à une personne d'accéder à des ressources avec des privilèges minimales et quand elle aura besoin, de lui donner juste le temps nécessaire, accès avec des privilèges élevés à cette ressource pour qu'il effectue des actions d'administrateur. Et puis, on suppose aussi dans l'approche Zero Trust qu'il y a toujours potentiellement une violation de sécurité. Et donc, on va s'escrimer à empêcher les mouvements en segmentant l'accès par réseau, par utilisateur, par appareil, par application. On va aussi vérifier que toutes les sessions sont chiffrées de bout en bout. Donc, tout ça constitue l'action Zero Trust de Microsoft. Et quand on parle de privilèges d'accès minimum, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent, on a souvent en tête un service qui est très utile dans Azure, mais qui est payant, qui nécessite une licence P2 pour le coup. J'ai nommé PIM, Privilege Identity Management. Donc PIM, lui, encore une fois, c'est un service qui est payant et qui
nécessite une licence P2 au minimum. Ce service-là, il vous permet quoi? Il vous permet, si vous lisez la doc, de protéger vos comptes avec des accès élevés, avec des accès privilégiés. Donc lui, il est vraiment dans une logique de, quelle que soit l'identité, qu'elle se trouve dans le cloud, on-premise, etc., si cette identité elle a besoin d'accès élevé à des ressources, il faut qu'elle en fasse la demande. Et donc on va s'assurer, on va s'escrimer avec PIM que vos identités à privilège sont sécurisées. Pour y parvenir, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander, bien entendu, d'acquérir PIM et puis de partir sur une action de type just in time. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai besoin d'accéder à des ressources avec des privilèges élevés, je vais en faire la demande, justifier cette demande, et après une période où il va y avoir un approval qui va être appliqué à ma demande, cet approval peut demander aussi durant les accès administrateurs, donc les accès élevés, d'utiliser par exemple le MFA. Je vais pouvoir temporairement avoir les accès nécessaires en tant qu'administrateur sur certaines ressources, par exemple dans Azure. Donc ça permet au final avec PIM de gérer, de contrôler, superviser l'accès aux ressources importantes de votre organisation. Une fois qu'on sait ça, il faut savoir que PIM va vous permettre de gérer des notifications, c'est-à-dire que l'administrateur va être au courant dès lors qu'un accès privilégié est activé. Il va pouvoir bien entendu vérifier les justifications associées. Donc il y a tout un système d'audit. Et puis, encore une fois, on peut baser ça sur le temps qui passe. C'est-à-dire que vous pouvez valider un accès pendant un temps prédéfini pour un utilisateur prédéfini. Ça, c'est la logique de PIM. Alors, j'ai une question. Est-ce que dans la réalité, on ne trouve pas trop d'appareils Android et iOS anciens qui ne répondent pas aux configs minimales? Car l'identité est OK, mais les appareils ne le sont pas. Donc, comment contourner ces situations? Ça, c'est un vrai sujet, Itacus. Je suis assez en phase avec toi. Le fait d'avoir des anciens appareils dit que souvent, ces anciens appareils ne sont plus maintenus par les éditeurs type Google ou Apple. Et donc, dans ce cadre-là, on se rend compte très vite qu'on a des clients qui se retrouvent avec des appareils non sécurisés pour accéder à des ressources de l'entreprise. Donc, la vraie question à se poser, de mon point de vue, c'est est-ce que le renouvellement de parc n'est pas dans une logique? Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a l'obsolescence programmée et puis il y a l'environnement, et vous avez tout à fait raison. Mais dans ce cadre-là, soit les éditeurs de ces applications, de ces OS, Android, iOS, etc., jouent le jeu et continuent à les maintenir dans le temps en termes de sécurité, soit quelque part, il va bien falloir mettre à jour au niveau matériel ces téléphones. Et comme les téléphones sont régulièrement conçus pour être difficilement changeables en termes de pièces, vous le savez, je pense, c'est un puits sans fond, c'est un combat sans fin. Voilà, donc je sais que je n'ai pas forcément répondu à toute ta question, mais je pense qu'il y a ce point-là à prendre en compte. En tout cas, effectivement, il faut que les périphériques gérés supportent d'une certaine façon certaines versions d'Android, d'iOS, etc. Et ça, c'est dans la doc. Donc si je résume, PIM, ça fournit un accès just in time à des ressources Azure ou à des ressources liées au tenant. Ça affecte un accès aux ressources limité dans le temps, avec une date de début, une date de fin, c'est le fameux temps qui passe. Ça exige une approbation, ça peut appliquer du MFA, ça exige une justification si vous le souhaitez, et ça vous permet de recevoir des notifications. Un dernier point que fait PIM, que je n'ai pas mentionné, c'est qu'après, il y a ce qu'on appelle un access review des accès. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des rapports qui vont être envoyés au manager, par exemple, pour vérifier que les utilisateurs ont toujours besoin des rôles qu'ils ont sur les ressources Azure. Et pour terminer sur PIM,
Sachez que PIM, il fonctionne sur les rôles Azure AD, c'est dans le scope, mais aussi sur les rôles Airback, sur les ressources Azure. Donc on est vraiment dans une logique de je veux protéger l'accès à mes ressources Azure, mais aussi l'accès à mon tenant qui sous-tend ces ressources Azure. On a vraiment cette logique assez poussée. Donc pour accéder à PIM, on tape tout simplement Azure AD Privileged Identity Management. Ici, on va pouvoir checker les rôles qui sont éligibles, les rôles qui sont actifs et les rôles qui sont expirés en termes d'assignment. On peut aussi visualiser ces fameux rôles qui sont appliqués à des groupes, puisque pour rappel, ce qu'on vous demande, c'est plutôt d'appliquer des rôles à des groupes plutôt que à des utilisateurs spécifiques. Vous pouvez, dans cette console, visualiser les requêtes en souffrance, les requêtes qui ont été approuvées, les requêtes qui ont été en deny. Ici, vous voyez, vous pouvez sélectionner la requête et faire un approve, un deny, etc. Ça vous permet de gérer les requêtes au fur et à mesure du temps. L'Access Review, c'est XXAxPass. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, PIM, lui, travaille sur les identités qui sont associées à mon tenant pour le manager. Donc, le Global Admin, par exemple, le User Administrator de mon tenant. Mais il travaille aussi au niveau Airback, donc Access Control IAM, sur l'accès aux ressources Azure pour faire des actions. Et il nécessite bien entendu une licence P2. Et si vous voulez activer l'accès Just in Time, c'est tout simplement ici dans Quick Start. Vous faites un Activate, vous sélectionnez la liste des utilisateurs et pendant un temps prédéfini, vous allez pouvoir lui valider ou pas l'accès en fonction de leur justification. Parce que bien entendu, on vous conseille de demander une justification lorsque vous avez besoin d'accès supérieur pendant un temps prédéfini. Voilà pour PIM. Maintenant qu'on a vu PIM, on va parler, hop, je change d'écran, de défense en profondeur. Donc la défense en profondeur, c'est quoi? Quel est le principe? En fait, le principe, il est assez simple. On vous dit, voilà, ce qu'il y a de plus important, c'est la data dans Azure. Pourquoi? Parce que vos données, elles sont inestimables en termes de coûts. Si on vous les vole, si on les supprime, si on les chiffre, etc. Alors qu'une ressource Azure peut être créée très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut supprimer une VM, mais si le disque de la VM dans Azure existe encore, il suffit de la recréer en quelques minutes et vous n'aurez perdu strictement aucune donnée. Certes, vous aurez une indispo, mais vous n'aurez perdu aucune donnée. Donc ce qu'on vous dit, c'est un peu comme un oignon. Le cœur de l'oignon, c'est ce qui pique le plus. Et ce que vous devez penser à sécuriser en priorité, c'est la donnée. Parce que si vous perdez vos données, quand bien même vous restaurerez les services Azure, s'il n'y a pas les données associées, vos clients ils accéderont à une coquille vide. Donc ensuite, il faut penser à sécuriser vos applicatifs. Vos applicatifs qui portent les données, d'une certaine façon, on pourrait me répondre, oui, c'est logique, puisque tes applicatifs, Philippe, ils vont porter les données. Et vous auriez raison. Donc les applicatifs sont à sécuriser. Pour sécuriser les applicatifs, on a plusieurs moyens qu'on verra un peu plus tard. Mais la troisième étape, ça va être le compute. Le compute, c'est tout ce qui est sécurisation des hosts. Mais c'est aussi tout ce qui est sécurisation des conteneurs. Que ce soit sur Kubernetes, sur ACI, sur ACA, etc. Ensuite, il y a la sécurisation de la partie réseau qui va nous intéresser. Et là, on va rentrer dans la logique des sécurisations de réseau virtuel Azure. Donc, on va parler de NSG, Network Security Group, d'ASG, Application Security Group, que vous n'avez pas vu avec moi dans des précédentes sessions. Ça, c'est vraiment lié à la Z500. Et quelque part, on va parler de micro-segmentation. Ensuite, il va y avoir la défense périmètre. Donc là, on va attaquer sur tout ce qui est firewall. Donc, Azure Firewall, par exemple, mais aussi la protection des DOS qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et puis, pour la sécurisation des identités, encore une fois,
on les a vus dans cette session. On a PIM, mais on a aussi un service type Conditional Access qui fait partie de la sécurisation des identités. Et la sécurisation physique de nos data centers, elle est dévolue à Microsoft. Vous n'y avez pas accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain il y a un problème avec notre infrastructure, vous n'avez pas la possibilité, d'une certaine façon, de venir nous dépanner. Dès l'instant où vous êtes dans Azure, le maintien en condition opérationnelle est opéré par le provider, en l'occurrence Microsoft. Donc c'est Microsoft qui a en charge la responsabilité des data centers, la haute disponibilité, la redondance de ces data centers, le SLA, le niveau d'agreement est porté par Microsoft, etc., etc. Donc ça, je pense que vous vous en doutez, mais c'est quand même important à prendre en compte. Donc la défense en profondeur, en fait, elle nécessite plein de services Azure différents qui vont vous permettre de sécuriser au final l'accès à vos données, qui est quand même ce qu'il y a de plus important. Et justement, vos données, pour y accéder, vous allez vous servir de réseaux virtuels d'une certaine façon. Donc ces réseaux virtuels, ils ont une importance dans Azure parce que par défaut, ils vont porter des ressources type des VM Azure, des NIC, des Network Interface Card, etc., etc. Et donc, quand on parle de Network Security, on va parler de, par exemple, réserver des IP pour éviter qu'au redémarrage d'une ressource, l'IP change. C'est tout bête, mais c'est important. Comment accéder directement à une VM? En passant, pourquoi pas, via un bastion, pour ne pas exposer son adresse IP publique, en passant par un accès just-in-time, bastion just-in-time. On va parler aussi de load balancing, de la couche DNS à manager, de la gestion du trafic, qui pour rappel vous est facturé en sortie des data centers Microsoft. Donc, tout ça, ça en fait partie. Et puis, qui dit IP public, de vos load balancers, de vos VM Azure, dit protection des DOS, au final. Donc tout ça va concourir à utiliser des outils pour sécuriser l'accès à votre réseau. Mais votre réseau, c'est un VNet. Et ce VNet, on vous conseille de le segmenter en subnets. Et ces subnets, on vous conseille de les sécuriser via des NSG. Ou d'ailleurs des ASG, Application Security Group, comme on le verra plus tard. Et puis ces subnets, pour communiquer entre eux, ils ont besoin de routes qu'on appelle des UDR, des User Defined Routes, si vous ne voulez pas utiliser les systèmes routes proposés par Microsoft. Et puis en continuant dans cette logique, pour accéder à ce VNet, je vais avoir besoin d'un accès VPN, site à site ou point à site. Ou alors utiliser une ligne dédiée ExpressRoute avec tout ce que ça comporte comme avantage, par exemple une bande passante qui est garantie. Bref, vous l'avez compris, la sécurisation de votre réseau nécessite l'utilisation conjointe de plusieurs services Azure. Sauf que on peut sécuriser un réseau, mais l'idéal, c'est quand même qu'il ait une sécurité liée aux attaques de type DDoS. Vous le savez peut-être, ou alors je vous l'apprends, mais dans Azure, tous les services embarquent une protection DDoS nativement. Sauf que parfois, on va avoir plusieurs terabits de données qui vont être injectés sur la cible via des bots. Et donc, à partir de là, ces bots qui sont des machines zombies vont par exemple déclencher un ping sur l'adresse IP publique de votre load balancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre load balancer, il va se retrouver dans une situation où malheureusement, il a des trafics inutiles à gérer et ça va ramer au niveau des accès légitimes sur vos back-end pools qui contiennent des VM, des app services, etc., etc. Malgré le fait que vous ayez une protection basique de tous vos services Azure, cette protection, elle a une limitation. Et parfois, quand vous avez des attaques répétées sur des IP publics bien spécifiques,
des attaques de grande ampleur, Microsoft va vous proposer d'utiliser un service qu'on appelle le DDoS protection standard. Donc derrière ce nom se cachent plusieurs avantages. Donc le premier, c'est qu'on va pouvoir mitiger les attaques de type volumétrique, de protocole ou qui traversent des applications au niveau layer. Ça va vous permettre aussi de vérifier que les paquets qui sont envoyés ne sont pas litigieux, mal formés. Ça va éviter aussi les attaques de type spoofing d'IP ou spoofing d'adresse MAC. Et donc la protection DDoS, elle va vous donner accès à une équipe chez Microsoft qui s'appelle la Rapid Response Team, je crois, de mémoire. Et cette équipe va travailler avec vous pour mitiger l'impact qu'ont les attaques DDoS sur votre IP public. Le truc, c'est que dans Azure, vous êtes souvent facturé sur le temps d'utilisation des ressources, sur le nombre de requêtes que vous faites sur des ressources, etc. Par exemple, sur une ressource type application gateway, vous allez être facturé, entre autres, sur ce load balancer, sur le nombre de gigaoctets que le load balancer est amené à traiter, ainsi que, bien entendu, les réponses de ce load balancer aux requêtes des clients. Sauf que s'il y a une attaque DDoS sur votre application gateway, par exemple, votre AG, comme je l'ai affiché ici, il va avoir tendance à se scaler. Donc il va y avoir un scaling qui va être fait, qui va faire au final que de une instance, on va passer à 3 instances pour répondre à la montée en charge. Sauf que qui dit scaler une application gateway dit ça va engendrer un coût pour vous en tant que client. Et donc la protection DDoS standard, c'est là où il y a un avantage aussi, mis à part le fait que vous accédez à l'équipe Rapid Response Team, c'est surtout que, suivant certains cas, Microsoft peut vous rembourser sous forme d'avoir le coût supplémentaire qui a eu lieu dans Azure sur vos ressources pour scaler les requêtes en souffrance qui ont été faites par les pirates. Donc si vous avez cette protection DDoS, on peut rentrer aussi dans une logique de geler, mais justement pour pouvoir avoir un support de Microsoft qui soit technique ou financier pour mitiger l'effet de l'impact DDoS. Et alors jusqu'à présent, pour être transparent avec vous, le DDoS dans Azure était très cher, le service DDoS. C'est-à-dire que la protection réseau dans Azure, pour vous donner un ordre d'idée, on était de l'ordre de 2000 et quelques dollars par mois pour protéger des ressources. Mais c'était pour protéger 100 ressources. Donc là, on était à un niveau de mémoire, je crois qu'on était à 2600, à peu près, suivant la région, dollars, pour la protection de 100 adresses IP. Sauf que beaucoup de clients disaient, mais moi, j'ai pas 100 adresses IP publiques à protéger, j'en ai qu'une. Et depuis peu, pour la petite histoire, Microsoft, depuis quelques mois, a sorti la protection DDoS standard avec un niveau de protection qu'on appelle IP Protection, où là, vous allez avoir une protection par adresse IP. Donc plutôt que de payer 2600 et quelques euros ou dollars pour 100 IP publics protégés, sachant que vous ne pouviez pas dire je veux que 80 IP protégés, que 50, vous preniez le bundle en fait. Et maintenant, on vous propose la protection par adresse IP. Et là, on rentre dans une logique où on est à un coût un peu plus intéressant pour le client, à peu près 180 euros par mois pour la protection des DDoS d'une adresse IP publique. Donc c'est un point quand même à prendre en compte. Et si maintenant on va dans le portail Azure et qu'on active le DDoS Protection, donc là vous voyez je suis en train de le créer avec vous, je choisis le groupe de ressources, je le nomme, je choisis la région, hop, et là je fais un create. Et dans quelques instants, quand le déploiement sera terminé, je vous montrerai qu'en fait, la protection DDoS, elle s'applique aux IP publics d'un Azure Firewall. Ça peut s'appliquer à des IP publics qui sont dans un VNet, à une IP publique portée par une application gateway, par un bastion, par un load balancer,
l'IP public qui peut être porté par la NIC dans un subnet, par un VMSS, ou même par l'IP public de votre VPN dans Azure qu'on appelle une VNG, une Virtual Network Gateway. Donc vous voyez, quand on parle d'IP public, d'une certaine façon, on parle aussi de service Azure qu'on veut protéger contre des actions DDoS. Voilà pour le DDoS, messieurs, dames. Ce que je vous propose, c'est de terminer par un autre sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Cette fois, on va parler de tunneling forcé. Alors, le tunneling forcé, c'est quoi dans Azure? Si vous vous rappelez un peu ce qu'on a vu en AZ104 ou en AZ305, dans une topologie hub and spoke, je vous conseillais de créer des UDR, des User Defined Routes, pour router les paquets vers une NVA, une Network Virtual Appliance, qui se trouve dans le hub. Le hub, c'est ni plus ni moins qu'un VNet. Et pour ce faire, donc, je vous proposais de faire ça via des UDR et via un Azure Firewall. Et l'Azure Firewall faisait office d'une certaine façon de firewall, donc il filtrait les paquets, mais il routait aussi les paquets. Sauf qu'il y a des clients qui peuvent dire écoute, moi, ton Azure Firewall, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est de rediriger tout le trafic Internet en provenance de mes ressources Azure. Donc là, vous voyez en bas, j'ai un VNet. Dans ce VNet, j'ai des subnets. J'ai le subnet back-end, j'ai le subnet middle et j'ai le subnet front-end. Et en gros, je vais dire que ces deux subnets, le back-end et le middle, dès l'instant où ils vont vouloir sortir sur Internet, donc dès qu'une ressource Azure, une VM Azure va vouloir sortir sur Internet, au lieu de passer par l'Azure Firewall, au lieu de passer par la gateway publique d'Azure par défaut, qui est configurée sur toute VM Azure, en fait, on va rediriger le trafic via la liaison VPN que vous avez avec Azure dans votre réseau on-premise. Et dans votre réseau on-premise, vous allez avoir un équipement type un FortiGate. Vous allez avoir, je ne sais pas, du checkpoint que vous maîtrisez. Et c'est lui qui va charger d'autoriser ou pas le trafic de sortir sur Internet. Donc en fait, le tunneling forcé permet de rediriger ou de forcer tout le trafic Internet via votre liaison VPN site à site, de la rediriger vers votre emplacement local, vers votre emplacement on-premise. Si vous ne configurez pas le tunneling forcé, alors ça veut dire que par défaut, en l'absence de hub and spoke, tout le trafic en provenance de vos machines virtuelles Azure qui doivent aller vers Internet se fait toujours à travers l'infrastructure du réseau Azure qui n'est pas monitoré, qui n'est pas inspecté. On ne va pas vérifier le trafic. Donc l'accès Internet non autorisé, il est susceptible d'entraîner au final la divulgation d'informations ou de violer des politiques de sécurité internes à votre société. Pour pouvoir le configurer, le tunneling forcé, vous le faites à l'aide de PowerShell, pour la petite histoire. Alors de mémoire, on ne peut pas le faire depuis le portail Azure. Peut-être ça a changé, mais en tout cas, depuis PowerShell, vous pouvez le faire. Et dans mon exemple, je vous ai dit que le back-end et le middleware, en termes de subnet, étaient redirigés vers le on-premise. Rien ne vous empêche, pour le front-end, de lui donner un accès direct sur Internet. Ça marchera. En fait, le tunneling forcé, il se configure au niveau des UDR. C'est-à-dire que vous allez configurer une UDR, et cette UDR, elle va dire quoi? Elle va dire que quand le trafic, c'est du 0000/0, alors le prochain bon BOND réseau, ça va être la gateway subnet qui elle-même pointe vers l'IP privé de votre firewall qui est situé on-premise. Et donc votre firewall on-premise, ça peut être du Forti, du checkpoint, etc. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette troisième session Twitch dédiée à la Z500. Aujourd'hui, on a parlé de sécurisation des identités au travers de Privileged Identity Management. On a parlé aussi, bien entendu, de protection des DOS de vos ressources Azure. Et puis, on a vu aussi qu'on pouvait rediriger tout le trafic qui avait comme destination Internet depuis Azure
vers votre réseau on-premise via votre liaison VPN et via ce qu'on appelle le tunneling forcé.